Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, très tôt le matin. Nous sommes 4 heures du matin, je vais à l'aéroport pour me rendre dans le plat pays que j'adore. J'aime beaucoup la Belgique, à Bruxelles pour ces conférences d'aujourd'hui, ce soir, et puis demain quelques entretiens avec des journalistes, j'espère indépendants et alternatifs et non pas mainstream parce que ça sert à rien. Voilà, je vous fais un petit topo parce que chaque fois que je vais à Bruxelles, j'ai un petit frisson. Pas parce que les femmes sont belles et la nourriture est excellente, pas que ça, c'est simplement parce que Bruxelles est une des grandes cibles en cas de guerre nucléaire. Alors vous le savez, je crois qu'on peut survivre à la guerre nucléaire. J'ai même fait un livre gratuit en PDF que vous trouvez sur mon site piero.com. Allez-y. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours vous inscrire à la conférence d'aujourd'hui. Et si vous voyez cette vidéo un autre jour, eh ben, tant pis. C'est pas grave, on se verra une autre fois. Salut les fieux. Oui, Bruxelles est une cible parce que c'est le siège de l'Union Européenne. Bon, ben ça n'a aucune importance. Ça, à la limite, s'il y a une guerre avec la Russie, ils ont meilleur temps de les laisser en vie pour qu'on puisse les juger au tribunal de Nuremberg bis. Peut-être ce sera le tribunal. Alors, ce sera la lutte entre Bruxelles et Strasbourg pour savoir qui va pouvoir avoir le tribunal comme étant le siège de cette organisation maléfique et destructrice. Mais enfin, donc espérons qu'on laisse en vie encore pour un certain temps tous ces gens. En revanche, avec des exceptions bien sûr, enfin, il y en a des bons dans le total. Moi j'ai été invité à la commission pour faire un speech par un groupe de parlementaires qui sont des bons, qui sont contre l'Union Européenne, l'Union Européenne qui est l'Union soviétique européenne d'aujourd'hui. Aux ordres des États-Unis en plus, donc c'est la honte. Et bref, nous, Bruxelles est une cible parce qu'il y a le quartier général de l'OTAN à côté. Et j'écoutais Scott Ritter, qui est un analyste, un ancien militaire américain, mais surtout ancien négociateur des traités de désarmement à plusieurs reprises entre l'Union soviétique et les États-Unis, donc il a fait du bon boulot. Bon, il a été piégé par la CIA, on lui a essayé de lui faire des saloperies dans les années 90, bon, admettons. En tout cas, en général, c'est un bon analyse, bien que parfois, il va un peu vite en besogne. Enfin, donc, il n'est pas le seul, hein. Moi aussi, des fois, je vais un peu vite. Mais parfois, il a annoncé des choses qui étaient complètement fausses. Donc, bon, il faut prendre ce qu'il dit avec des pincettes. Et d'ailleurs, il dit, attention, la Russie est à bout. Parce que diplomatiquement, eh bien, les Européens, malgré les différentes menaces, warnings, avertissements, ont continué à fournir des armes qui touchent des civils en Russie, en plus des militaires, et donc elle pourrait s'apprêter à des frappes, pas forcément nucléaires, mais potentiellement nucléaires aussi, sur certains pays, comme la France et l'Angleterre notamment. Alors, ces frappes pourraient être nucléaires, donc dit-il, et pourrait attaquer la population et notamment attaquer ces pays, les postes de commandement. On connaît, tous ceux qui ont lu mon PDF, vous savez que les grandes cibles, c'est les postes de commandement, les systèmes de communication, les grands ports, les bases militaires évidemment, et surtout tout ce qui est lié à la force stratégique anglaise et française, et que lui verrait les États-Unis rester en dehors de tout cela en disant, après tout, si les Européens et les Russes se balancent des bombes nucléaires dans la gueule, c'est tout bon pour nous, ça use notre ennemi russe qu'on aimerait envahir et dépecer, mais qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a plus les moyens. Ok. Il y a une erreur dans ce raisonnement qui est, je crois, peut-être, pour une fois, j'espère vraiment avoir raison. Généralement, j'espère me tromper avec les effondrements, avec tout ce qui est en train d'arriver. Mais une erreur, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, doctrinellement, ça ne sert à rien d'attaquer des grandes villes pour, entre guillemets, frapper la population. Tout ça, ça ne se fait plus. Ce n'est pas dans la doctrine militaire, puisque imaginez une ville comme Paris, vous touchez Rungis, le centre de distribution de bouffe, vous allez créer des problèmes sur la population bien plus graves, assez vite en fait, qu'une frappe sur la ville ou plusieurs frappes sur la ville qui certes seront... Alors, ça peut jouer à double aussi de manière négative pour celui qui a lancé la frappe. C'est certes très spectaculaire, ça tue beaucoup de gens d'un coup, mais après ça te fout la honte. Alors que tu chopes Rungis, et pas forcément avec des armes nucléaires, hein, avec des armes même de grosse puissance, mais avec des explosifs conventionnels, la bouffe sur Paris, comment on la distribue? Parce qu'il n'y a plus de centre de dispatching. Alors, on
peut se réorganiser, on peut refaire des systèmes de transport, mais dans le bordel général, ça va être très compliqué. Donc on peut affaiblir et en fait obtenir un gain politique, puisque la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, sur, entre guillemets, un ennemi, sans avoir besoin de lui foutre des bombes nucléaires dans la gueule. Maintenant, l'autre élément qui me fait penser que c'est peu probable qu'on attaque des villes, c'est qu'aujourd'hui, les villes ne sont plus que le bastion d'une population ennemie, d'un pays ennemi. Les villes sont remplies de gens de toutes les nationalités, y compris de tes propres alliés. Alors, par exemple, si tu prends Paris, à peu près la moitié de la population, alors j'exagère un peu, mais la moitié de la population de la région parisienne, ce sont des gens qui sont des ressortissants, alors d'une part internationaux, donc il y a de tout le monde entier, et donc si tu commences à flinguer des gens avec une arme nucléaire qui sont de Singapour à l'Argentine, au Canada, bon le Canada ça fait partie de l'OTAN, mais du Japon, de tous les pays, tu vas t'énerver la planète entière. Déjà, ne serait-ce que pour les diplomates, les touristes, la population locale, voire même des gens de ton propre pays qui sont là-bas en tant que touristes, hein, bon, ok, ça c'est un premier point, mais aussi, je sais pas, 50% de la population de la région parisienne, ou en tout cas des jeunes, c'est des gens, des ressortissants de pays qui sont censés être amis avec la Russie, que sont par exemple, je sais pas, le Mali, l'Algérie, le Maroc. Le Maroc est très proche des États-Unis, mais enfin, c'est pas un pays qui est hostile comme ça à la Russie a priori, mais l'Algérie est amie, je crois que c'est le premier pays étranger, alors le premier pays dont les ressortissants, je crois qu'il y a au moins 7 ou 8 millions d'Algériens qui vivent en France. Donc si tu commences à flinguer des centaines de milliers de gens de pays qui sont censés être tes amis, diplomatiquement tu vas mal, d'autant que ces gens représentent un chiffre d'affaires important pour les pays en question. Le Mali, le Sénégal, l'Afrique centrale, le Cameroun, tout ça c'est des pays qui sont relativement amis d'un point de vue économique, diplomatique en tout cas, bien qu'il n'y ait pas d'immigration massive en Russie, il y en a très très peu, même quasiment nulle. En revanche en France, oui, donc tu peux pas juste flinguer des villes françaises, par exemple, ou Angleterre quand... là aussi, dans certaines villes, un quart au moins de la population vient d'Inde, qui est un des grands alliés de la Russie, de même que, par exemple, des populations chinoises qui sont présentes, évidemment, assez fortement, pas autant que l'Algérie, par exemple, ou le Sénégal, ou le Cameroun, je sais pas quoi, mais elles sont présentes à Paris, en Angleterre, certainement, etc. Donc tu peux pas juste leur dire, ouais, dans 10 minutes, cachez-vous, dans 10 minutes, on bute la ville. Parce que si tu le fais, tu donnes l'alerte, et donc l'attaque surprise ne fonctionne pas. Donc c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je pense qu'on est dans un monde qui a un double paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, l'arme nucléaire n'est plus la dissuasion qu'elle l'a été, parce qu'aujourd'hui il y a une disproportion. En fait, la Russie a des technologies et des nombres bien plus élevés que l'OTAN ou les États-Unis, et donc elle pourrait imaginer, je ne crois pas qu'ils le veulent, mais ils pourraient imaginer que, mis à bout, mis dos au mur, ils pourraient attaquer un pays comme la France, l'Angleterre, et faire une dévastation ou une riposte suffisante en subissant très très peu de pertes. Et donc ça complètement enlève le côté où je te détruis tellement et toi tu vas me détruire tellement qu'on n'a pas envie de faire de guerre. Là on est revenu à un monde où l'un des joueurs, si on veut, des belligérants, peut avoir une supériorité de destruction sur l'autre et éviter par ses défenses aériennes une destruction sur lui-même. Pas nulle, mais sérieusement l'éviter. Donc ça c'est un premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, eh bien, c'est que mener une telle guerre, ce serait tellement contre-productif, je crois, peut-être que je suis naïf, peut-être que toutes ces chancelleries et ces diplomates en ont rien à foutre de l'aide des populations, y compris des leurs présentes dans un pays qui se fait frapper par des attaques nucléaires. Mais enfin, on peut imaginer que, voilà, vu le cosmopolitisme des villes, les villes ne sont plus des cibles. Et donc la guerre nucléaire devient, en fait, à mon avis, inutile et contre-productive, à moins d'avoir des cibles ciblées sur les dirigeants, comme je disais avant, les postes de commandement, les postes de communication. Et là, ça peut être très très ciblé. Et à la limite, il n'y a pas tellement besoin, à part éventuellement les bases sous-marines, genre Brest, ou les ports militaires comme Toulon, etc.
n'y a pas besoin forcément d'armes nucléaires. On peut y aller avec des armes à explosifs conventionnels, mais avec des missiles hypersoniques qui peuvent perforer des dizaines et des dizaines de mètres de granit, de béton armé, tout ce que tu veux. Donc voilà le truc où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Scott Ritter. Et bien sûr, il reste il est important que nous n'allions pas vers la guerre, il est important que nous évitions, mais de toute façon, nous ne sommes plus dans des démocraties depuis belle lurette, depuis bien longtemps, personne n'écoute des populations, et même une grande partie des populations est totalement lobotomisée. Elle va dire, ah bah oui, s'il faut faire la guerre nucléaire, on fait confiance à notre gouvernement, de toute façon, il nous paye. Donc, parce que, voilà, les populations sont devenues tellement achetées par les allocations sociales, par le système distributif, qui est basé sur le vol de l'argent de ceux qui travaillent, hein, je rappelle. Et donc, les gens, vous savez, quand vous allez voir votre dealer et que votre dealer te dit je viens de manger un bébé ce matin, toi tu t'en fous, tu veux ton fixe, tu veux qu'il te file ta drogue. Tout ce qui t'intéresse, c'est que le dealer soit là et qu'il ait de la drogue et que tu puisses te la payer ou qu'il te la donne. Mais voilà, il te fasse crédit, je sais pas. Mais en tout cas, t'en as rien à foutre de la valeur morale, de la compétence du dealer. Enfin, t'es accro. Eh bien, les populations, elles sont accros au confort, elles sont accros aux distributions d'argent de l'État, qu'il le crée de nulle part, donc ça lui coûte pas grand-chose, il s'en fout, il fait de la dette, de toute façon, à la fin, c'est toi qui payes. Et bref, il n'y aura pas tellement de réactions, donc j'allais dire, vous pouvez écrire à vos députés, vous pouvez le faire, hein, ça fout la pression. Si vous les voyez dans la rue, si vous allez les voir sur un marché, vous leur dites, on veut pas de guerre, faites la pression, s'il y a une guerre, on viendra vous chercher. Ça marque les esprits des mecs. Parce qu'après, ils vont dire, ouais, non, quand même, nos privilèges en cas de guerre, ils vont disparaître, parce que vivre dans un bunker, et à mon avis, au niveau du député, il n'y a personne qui a un bunker. Hein. Le bunker, c'est à des niveaux plus hauts, beaucoup plus haut que l'État. Hein. Bref, voilà, c'était ma petite réflexion du matin. On se retrouve à Bruxelles. Et pour les autres, c'est sur Patreon que ça se passe. C'est, même si vous voyez cette vidéo sur Telegram ou peut-être sur YouTube, sachez que c'est sur Patreon que toutes les informations et les primeurs et les avant-premières et des extraits de mes prochains livres, c'est là où vous pouvez les trouver. Sinon, vous me trouvez avec mes formations sur Pierrot.com et puis bien sûr mes livres, vous les trouvez en librairie ou sur Amazon. À très bientôt et préparez-vous.